Alors cette fois, nous allons voyager de la Terre à la Lune et autour de la Lune. Vous voyez très bien comment le thème de la Lune est relié à ce que nous avons déjà vu. Vous vous souvenez des montagnes de la Lune, du paysage de la Lune, etc., à l'intérieur de 5 semaines en ballon. Le roman, ici, est construit de la même façon que les romans précédents, c'est-à-dire nous avons un trajet proprement dit, qui est le trajet qui va de la Terre jusqu'à la Lune et retour, et puis nous avons un texte préliminaire, un prélude, qui va jusqu'au départ du boulet habité, du boulet, de l'obus plus exactement, habité. Le premier volume de la Terre à la Lune va pratiquement jusqu'au départ. Il n'y a que le dernier chapitre où l'on aperçoit l'obus qui a dévié sa trajectoire et on s'imagine à ce moment-là qu'il va tourner autour de la Lune. Alors, nous avons donc un long prélude qui va jusqu'au départ des voyageurs proprement dit. Ce long prélude va nous faire comprendre comment le projet prend corps et surtout comment l'équipage va se constituer. Le trajet lui-même va nous faire assister ou va nous faire tourner. Le trajet lui-même va nous faire tourner ou toucher des points remarquables. Alors, nous avons là un certain nombre de points de renversement. Ces points de renversement vont nous permettre la conception et l'imagination d'un monde supérieur, d'un monde paradisiaque. La Lune est une image, si vous voulez, de tous nos rêves. Et réussir à aller dans la Lune, c'est réussir à mener cette vie divine dont nous avons déjà si souvent vu les premiers, disons, vu les signes à l'intérieur des romans de Jules Verne. Et cette vie divine est caractérisée avant tout à l'intérieur des textes par le fait que ce qui semble s'exclure ne sera plus contradictoire et que par conséquent, on pourra faire tout ce que l'on voudra. On arrivera dans l'âge d'or, si vous voulez. Alors, nous allons commencer par regarder, en ce qui concerne ce voyage de la Terre à la Lune, comment, et autour de la Lune, comment se produisent un certain nombre de renversements. Le premier point de rebroussement qui apparaîtra, c'est le fait que l'obus, au lieu d'atterrir, si j'ose dire, au lieu d'arriver sur la Lune, va être légèrement dévié dans sa trajectoire et par conséquent va tourner autour de la Lune et va revenir sur la Terre. Alors nous avons un trajet qui va de la Terre jusqu'à la Lune. Ce trajet a cette forme-là, si vous voulez. Nous voyons donc très bien un centre autour duquel on va tourner. On a cherché à atteindre ce centre, comme les voyageurs du voyage au centre de la Terre ont cherché à atteindre ce centre-ci. Ils n'ont réussi qu'à tourner autour, ce qui est l'essentiel, parce que l'essentiel, ce sera la transformation qui sera donnée par le voyage à ceux qui n'ont pas voyagé. Donc, premier point de rebroussement ici, le centre de la Lune. Le centre de la Lune remplace, si vous voulez, le centre de la Terre. Mais comme la Lune tourne autour de la Terre, le voyage autour de la Lune, c'est en même temps un voyage qui se passe autour du centre de la Terre. Et nous voyons très bien d'ailleurs, dès le premier volume,
comment les deux livres, les deux voyages peuvent se superposer. Vous vous souvenez du fait que le voyage au centre de la Terre peut être considéré comme un énorme développement de l'arrivée du capitaine Hatteras au pôle Nord. En effet, le capitaine Hatteras, arrivant au pôle Nord, découvre une île avec un volcan. Et il voudrait entrer dans ce volcan, parce que c'est là le point suprême, mais il n'y a dans la deuxième version que son âme qui réussisse à atteindre ce point suprême. Le corps sera perpétuellement attiré, même une fois qu'il sera rentré en Angleterre. Alors, vous vous souvenez du fait que le voyage au centre de la Terre est un voyage qui va d'un volcan à un autre volcan. Nous avons bien sûr le voyage préliminaire depuis la ville de Hambourg jusqu'au volcan numéro 1 et ensuite le retour à Hambourg. Le volcan numéro 1 est un volcan éteint, un volcan endormi, le Sneffels, et le volcan numéro 2, celui par lequel on revient à la surface, c'est un volcan éveillé, un volcan du sud, un volcan sur lequel règne un printemps perpétuel, c'est le Stromboli. Et depuis ce volcan numéro 2, on reviendra dans la ville de Hambourg, et c'est là que le jeune Axel pourra enfin épouser, qui est devenu alors un homme, pourra épouser sa fiancée. Eh bien, ici, nous avons des points de départ et d'arrivée qui vont nous rappeler étrangement les volcans du voyage au centre de la Terre. En effet, le début va être la construction d'un énorme canon creusé dans l'écorce terrestre. Et c'est cet énorme canon qui va envoyer un boulet autour de la Lune. Nous avons très souvent dans le texte la comparaison entre le canon et le volcan. Cela revient à plusieurs reprises. Déjà, la fonte du canon transforme le paysage en un paysage volcanique. Puis, lorsque l'on met le feu aux poudres, alors on a une sorte de nouveau volcan qui apparaît sur la surface de la Terre. À la fin du premier volume de la Terre à la Lune, on sait que les voyageurs à l'intérieur de leur obus ont été déviés de leur trajectoire, mais on croit qu'ils vont tourner autour de la Lune et que donc ils ne reviendront pas. Mais on sait qu'ils sont arrivés à proximité de la Lune parce que on les observe depuis un point tout à fait précis. On a construit un canon ou creusé un canon en Floride, exactement à la latitude d'où l'on a envoyé les fusées Apollo. On a donc creusé un canon en Floride pour envoyer le boulet. Mais en même temps, on a construit sur les montagnes rocheuses un immense télescope, le plus grand télescope fait jusqu'à ce moment-là. Et ce télescope se présente sous la forme d'un immense tube avec le miroir au fond, et les astronomes ou les observateurs vont guetter le ciel en regardant le fond du tube. C'est-à-dire que ce tube a l'air lui aussi d'un immense canon. Et d'ailleurs, un des personnages risquera de tomber au fond de cet abîme qui est le télescope, qui est l'abîme, l'envers de l'abîme céleste. On peut dire que nous avons déjà un premier retour, c'est le retour du rayon lumineux jusqu'au télescope des montagnes rocheuses. Mais à la fin du second volume, lorsque nous aurons accompagné les passagers dans leur voyage, alors nous reviendrons sur Terre, et là, dans un des endroits les plus creux de la Terre, dans le Pacifique, comme tous les gens qui reviennent de la Lune en étant partis des États-Unis, ils
vous savez qu'ils arrivent dans le Pacifique, à un endroit où, par chance, ils se trouvent au-dessus d'une des fosses les plus profondes, une sorte de canon, si vous voulez, ou de fissure, qui est, si vous voulez, l'équivalent de ce second volcan. Alors, nous avons donc le centre de la Terre, qui est un centre caché à l'intérieur de ce roman, et qui est remplacé en apparence par le centre de la Lune. Mais il y a bien d'autres points où vont se produire des renversements essentiels. Et toutes sortes de choses, toutes sortes d'éléments fondamentaux vont se renverser dans cette fiction. Un des premiers dont il soit question, c'est le fait que l'obus partant de la Terre vers la Lune en pleine nuit, les voyageurs vont avoir le soleil sous leurs pieds. Il y a au fond de l'obus est très bien installé. C'est un obus évidemment confortable. D'ailleurs, un des premiers chapitres d'Autour de la Lune s'appelle « Où l'on s'installe ». C'est le chapitre où l'on s'installe. On va faire ce voyage aussi confortablement que possible. Il y a un certain nombre de hublots sur les côtés, au-dessus, et puis il y a un hublot en dessous. Et à travers ce hublot, les personnages vont être éclairés par le soleil. Pour la première fois de leur existence, ils vont voir le soleil là où l'on ne le voit jamais. Ils vont voir le soleil au nadir au lieu de le voir au zénith. Donc, premier renversement, les voyageurs se trouvent au-dessus du soleil. Deuxième renversement très important, les voyageurs vont se retourner au cours de leur trajectoire. Ils vont se retourner parce qu'il va y avoir un moment où ils vont se trouver à un point tout à fait important, le point où l'attraction de la Terre et l'attraction de la Lune s'équilibrent. À un point, par conséquent, où la pesanteur sera complètement suspendue. À ce point, ils vont vivre comme des oiseaux, comme des anges, si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a une image d'Autour de la Lune, très significative, qui commente un passage du texte en faisant une citation d'un tableau très célèbre. Ce tableau, c'est la Transfiguration de Raphaël qui se trouve au musée du Vatican. Et la Transfiguration qui montre le Christ qui est enlevé et avec deux prophètes de chaque côté. Eh bien, l'illustrateur s'est amusé à imiter le tableau de Raphaël et un des personnages va s'écrier « Ah, si Raphaël nous avait vus !» À ce moment-là, c'est là qu'il aurait pu faire une véritable transfiguration. Alors, nous avons donc un point, le point d'annulation de la pesanteur qui, vous le voyez, peut être qualifié de point de transfiguration. Et c'est tout de suite après avoir passé ce point que l'obus, qui a d'abord son sol, son plancher, qui se dirige vers la Terre, va se retourner, il va avoir son plancher qui va se diriger vers la Lune et il va tourner tout autour de la Lune. La Lune ainsi est, vous le voyez bien, une sorte de miroir. C'est un miroir de nos rêves, c'est un miroir de toutes sortes de choses. C'est un miroir très complexe, un miroir géométrique par l'intermédiaire duquel l'imagination de Jules Verne va explorer ce dépassement des contradictions. Et il y a un passage tout à fait remarquable dans lequel Jules Verne nous fait remarquer que la Lune est toujours pour nous un monde renversé. En effet, toutes les cartes lunaires sont publiées avec
le pôle nord en bas et le pôle sud en haut. Alors que toutes les cartes terrestres sont publiées avec les points cardinaux installés de la façon suivante: nord, sud, ouest et est, les cartes lunaires ont des points cardinaux en miroir par rapport aux cartes terrestres. Ceci parce que les lunettes astronomiques avec lesquelles on observe la Lune et avec lesquelles on a fait ces cartes, les lunettes astronomiques renversent l'image. Et nous obtenons la disposition suivante, comme si nous avions un miroir. Vous me direz, les lunettes astronomiques renversent l'image, mais elles renversent l'image dans tous les sens, et par conséquent, nous devrions avoir un renversement complet selon deux axes. Mais Jules Verne nous explique que lorsque nous sommes dans l'hémisphère nord et que nous regardons la Lune, nous mettons en quelque sorte, comme la Lune est sur le plan de l'équateur, quand nous regardons la Lune, nous nous mettons le dos au nord. Et par conséquent, au lieu d'avoir l'est à droite et l'ouest à gauche, eh bien, nous nous trouvons dans l'autre sens et donc nous avons les pôles qui sont renversés. Alors, nous avons ainsi nos cartes lunaires avec un seul renversement, une seule symétrie. La Lune est vue dans nos cartes comme dans un miroir et cela vient du fait que nous la voyons dans la réalité. Nous voyons ses pôles et surtout nous voyons l'Est et l'Ouest, l'Est étant défini comme l'endroit où se lève le soleil et l'Ouest celui où il se couche, nous les voyons renversés par rapport à ceux de la Terre. Alors, par contre, nous explique Jules Verne, si nous nous trouvons dans l'hémisphère sud, alors nous voyons, comme nous mettons, alors pour regarder la Lune, nous mettons le sud derrière nous, alors nous voyons le renversement complet. Par conséquent, nous avons ici cette disposition des points cardinaux. Et vous voyez que dans cette structure, dans ce double symétrie, il y a une case qui manque ici. Nous pouvons imaginer, par conséquent, une fiction dans laquelle nous ayons cette disposition. Alors, on peut dire, c'est ainsi que nous apparaît la Lune dans l'hémisphère nord. Nous voyons son est à gauche et son ouest à droite, puisque nous mettons le nord derrière nous. Mais Jules Verne continuera ces renversements plus loin encore, et dans un autre roman intersidéral, un autre roman spatial qui s'appelle Hector Servadac, et que nous verrons demain, nous assisterons à un renversement du mouvement apparent du Soleil, et nous nous trouverons dans un monde où le Soleil se couche à l'est et où il se lève à l'ouest. Alors, nous voyons donc ainsi tout un système de renversement dans ce trajet autour de la Lune. Mais nous allons voir bien d'autres particularités de ces romans de la Terre à la Lune, et en particulier la relation qui existe entre le voyage de la Terre à la Lune et l'histoire. Nous avons vu que le voyage au centre de la Terre était un voyage dans le temps. À mesure que l'on s'enfonce dans les couches géologiques, on trouve des témoignages d'époques de plus en plus anciennes. Et nous avons vu qu'à l'intérieur de la Terre, dans cette immense caverne, toutes les époques historiques sont en quelque sorte mises les unes à côté des autres. Toutes les époques de la paléontologie. Dans cette immense caverne, nous trouvons des fossiles vivants
qui appartiennent à des époques tout à fait différentes, avec leur berger profond, le Protée de ces régions souterraines. De même que l'on y trouve des végétaux rassemblés, des végétaux qui appartiennent à des régions géographiques tout à fait différentes, on y trouve aussi des végétaux et des animaux qui appartiennent à des époques géologiques différentes. Ce voyage dans le passé est en même temps un voyage dans l'avenir, dans la mesure où il est possible que l'histoire soit cyclique, ou du moins qu'il y ait en elle quelque chose de cyclique, qu'il y ait un éternel retour. Cet éternel retour, il ne se passe pas forcément dans le même point de l'espace. C'est-à-dire que l'histoire, dans des lieux différents, peut se dérouler à des vitesses différentes. Et par conséquent, des moments de la même évolution, des moments différents de la même évolution peuvent être considérés comme contemporains. C'est ce qui se passe déjà dans la bibliothèque. Des textes d'époques différentes, nous pouvons les lire en même temps. Eh bien, le fait que la bibliothèque est un voyage dans le temps permet à Jules Verne de développer des images de voyage dans le temps. Comment le voyage de la Terre à la Lune peut-il être considéré comme un voyage dans le temps? Eh bien, parce que, selon Jules Verne, la Lune est normalement un monde qui a été habité. Lorsque nos personnages se trouvent à l'intérieur de leur obus, l'obus a un équipage de 3 personnes, l'équipage vernien normal de 3 personnes, nous allons le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Lorsque nos personnages sont à l'intérieur de l'obus, ils vont faire toutes sortes de réflexions sur la Lune, sur sa géographie et aussi sur son histoire. Il s'agit de savoir si la Lune est habitable. Et la réponse, vous la connaissez déjà, étant donné les textes que nous avons déjà lus. Elle n'est peut-être pas habitable immédiatement pour l'instant, mais dans l'absolu, elle est habitable parce que l'habitabilité, selon Jules Verne, dépend de l'habitation et non l'inverse. C'est-à-dire, l'homme est capable de se rendre habitable une région, si inhabitable qu'elle puisse paraître au premier abord. Et d'autre part, l'homme qui a pu se rendre habitable une région, très souvent, va rendre cette région inhabitable. L'histoire va se dérouler de telle sorte que les empires vont s'écrouler les uns après les autres, que les endroits qui ont été les plus brillants, dont la civilisation a été la plus brillante autrefois, sont des endroits, nous dit Jules Verne, où il est difficile souvent d'habiter aujourd'hui. Eh bien, l'évolution qui s'est produite sur la Terre a pu se produire sur la Lune, mais comme la Lune est un astre plus petit, eh bien, cette évolution s'est produite beaucoup plus vite. Un des voyageurs, le Français, a songé à apporter de quoi jouer, non seulement à l'intérieur de l'obus, mais de quoi jouer sur la Lune, parce qu'au début, ils ne savent absolument pas comment ils pourraient rentrer et ils ne songent pas à rentrer. J'ai à votre disposition échecs, dames, cartes, dominos, il ne me manque qu'un billard. Quoi, demanda Barbicane, tu as emporté de pareils bibelots? Sans doute, répondit Michel, et non seulement pour nous distraire, mais aussi dans l'intention louable d'en doter les estaminets sélénites. Mon ami, dit Barbicane, si la Lune est habitée, ses habitants ont apparu quelques milliers d'années avant ceux de la Terre, car on ne peut douter que cet astre ne soit plus vieux que le nôtre.
Si donc les Sélénites existent depuis des centaines de mille ans, si leur cerveau est organisé comme le cerveau humain, ils ont inventé tout ce que nous avons inventé déjà, et même ce que nous inventerons dans la suite des siècles. Ils n'auront rien à apprendre de nous, et nous aurons tout à apprendre d'eux. Quoi, répondit Michel. Tu penses qu'ils ont eu des artistes comme Phidias, Michel-Ange ou Raphaël? Oui. Des poètes comme Homère, Virgile, Milton, Lamartine, Hugo? J'en suis sûr. Des philosophes comme Platon, Aristote, Descartes, Kant? Je n'en doute pas. Des savants comme Archimède, Euclide, Pascal, Newton? Je le jurerais. Des comiques comme Arnal et des photographes comme Nadar? J'en suis sûr. Alors, ami Barbicane, s'ils sont aussi forts que nous et même plus forts, ces Sélénites, pourquoi n'ont-ils pas tenté de communiquer avec la Terre? Pourquoi n'ont-ils pas lancé un projectile lunaire jusqu'aux régions terrestres? Qui te l'a dit? Qui te dit qu'ils ne l'ont pas fait? Répondit sérieusement Barbicane. En effet, ajouta Nicole, cela leur était plus facile qu'à nous. Et pour deux raisons. La première, c'est que l'attraction est 6 fois moindre à la surface de la Lune. La seconde, parce qu'il suffisait d'envoyer le projectile beaucoup moins loin pour arriver à ce point d'équilibre des pesanteurs. Alors, reprit Michel, je répète, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Et moi, répliqua Barbicane, je te répète, qui te dit qu'ils ne l'ont pas fait? Quand? Il y a des milliers d'années, avant l'apparition de l'homme sur la Terre. Et le boulet? Où est le boulet? Je demande à voir le boulet. Mon ami, répondit Barbicane, la mer couvre les 5/6 de notre globe. De là 5 bonnes raisons pour supposer que le projectile lunaire, s'il a été lancé, est maintenant immergé au fond de l'Atlantique ou du Pacifique, à moins qu'il ne soit enfoui dans quelques crevasses, à l'époque où l'écorce terrestre n'était pas encore suffisamment formée. Mon vieux Barbicane, répondit Michel, tu as réponse à tout et je m'incline devant ta sagesse. Toutefois, il est une hypothèse qui me sourirait mieux que les autres, c'est que les Sélénites, étant plus vieux que nous, sont plus sages et n'ont point inventé la poudre. Vous voyez que la Lune est considérée ici comme un monde qui a traversé l'histoire humaine déjà complètement. C'est un miroir donc dans lequel nous pouvons aller étudier notre passé. Et Jules Verne va nous décrire la Lune comme étant un immense ossuaire. Exactement comme cet ossuaire que l'on rencontre au début de la grande caverne dans le voyage au centre de la Terre. Dans cet ossuaire, les fossiles d'époques, de toutes sortes d'époques différentes, vont être devenus contemporains. Vous voyez donc qu'il y a là exploration du passé, mais il y a aussi exploration de l'avenir, puisque nous allons pouvoir voir des vestiges, non seulement des époques qui correspondent aux époques que nous avons déjà parcourues, mais aussi des vestiges des époques que nous n'avons pas encore parcourues. Donc, la Lune est considérée comme un lieu dans lequel l'histoire se renverse, si vous voulez, dans lequel on voit le passé et l'avenir. C'est un lieu dans lequel notre avenir devient déjà du passé et par conséquent pourrait être étudié comme tel. Dans une autre conversation, ils vont se demander si ils vont pouvoir habiter dans la Lune. Non, elle n'est pas habitable pour l'instant, il faudra y créer une habitabilité artificielle. Mais en ce qui concerne le passé, Barbicane va déclarer « Je crois, j'affirme même que la Lune a été habitée par une race humaine organisée comme la nôtre, qu'elle a produit des animaux conformés anatomiquement comme les animaux terrestres, mais j'ajoute que ces races humaines ou animales ont fait leur temps et qu'elles sont à jamais éteintes. » Alors, demanda Michel, la Lune serait donc un monde plus vieux que la Terre.
Non, répondit Barbicane avec conviction, mais un monde qui a vieilli plus vite et dont la formation et la déformation ont été plus rapides. Relativement, les forces organisatrices de la matière ont été beaucoup plus violentes à l'intérieur de la Lune qu'à l'intérieur du globe terrestre. L'état actuel de ce disque crevassé, tourmenté, le prouve surabondamment, etc. Ainsi, nous avons toutes sortes de passages dans lesquels nous étudions, si vous voulez, la valeur historique, la valeur du renversement historique et temporel que le point lunaire apporte pour nos observateurs. L'obus va tourner autour de la Lune et il va voir la face inconnue de la Lune, celle qui ne nous est connue maintenant que depuis que nous avons envoyé des satellites autour de la Lune. Et évidemment, ce point inconnu, ce point caché, ce lieu caché, la face cachée de la Lune, va permettre à Jules Verne de déployer dessus quelque imagination et évidemment, il va agir avec beaucoup de prudence. Mais il y a des moments où on se demande si de l'autre côté de la Lune, ce qu'on aperçoit, ce n'est pas une forêt. Mais malheureusement, il passe de l'autre côté de la Lune au moment où cet autre côté est dans l'ombre. Il y a d'autres moments où ils ont bien l'impression de voir des ruines de construction extraordinaires, des ruines, si vous voulez, d'une Atlantide céleste. Nous retrouverons le thème de l'Atlantide à l'intérieur de 20 000 lieues sous les mers. Mais cet avenir, il nous intéresse, et vous voyez que tous les points remarquables vont être une espèce de lucarne sur l'avenir. Cet avenir, c'est un avenir qui est à la fois un avenir de progrès possible, mais aussi un avenir de mort possible. La Lune apparaît chez Jules Verne comme un monde mort. Et un monde qui est mort peut-être à cause de ses habitants eux-mêmes. Il y a chez Jules Verne une grande croyance au progrès, mais une grande méfiance par rapport à, disons, une croissance qui ne serait pas contrôlée. Le progrès, à un moment donné, peut se retourner. Les points remarquables, les points où les choses se renversent, n'existent pas seulement dans l'espace, ils existent aussi dans le temps. Il peut y avoir dans le temps des points de rebroussement, des moments, par conséquent, à partir desquels ce qui allait vers le mieux risque d'aller vers le pire. La Lune, parmi d'autres choses, mais la Lune est particulièrement intéressante, peut nous servir ainsi de miroir, miroir de notre situation et même miroir de notre histoire. Une question qui va se poser est de savoir, est-ce que ce qui nous est appris peut véritablement nous servir à quelque chose? Tout enseignement est une façon de nous dévoiler un avenir possible. Mais pour que cet enseignement soit vraiment utile, il ne suffit pas de nous dévoiler un avenir possible, il faut, si vous voulez, nous en dévoiler plusieurs. Parce que il ne nous intéresse de savoir quelque chose que dans la mesure où l'avenir n'est pas absolument inévitable. Ainsi, nous pouvons assister, par l'intermédiaire de la Lune, nous pouvons imaginer une histoire qui a déjà eu lieu. Notre avenir comme ayant déjà eu lieu. Mais ce qui est intéressant pour nous, ça n'est pas seulement de savoir vers où nous allons, mais de savoir comment nous pouvons faire pour mieux y aller et comment nous pouvons faire pour éviter les choses les pires. Or, dès aujourd'hui, dès le moment où Jules Verne parle, il y a
dans la croissance industrielle et technique toutes sortes de symptômes de régression. C'est-à-dire que le développement de la technique, au lieu de nous permettre d'approcher du paradis, la Lune va être décrite par exemple à certains moments comme projetant dans le ciel l'archipel grec. La Lune va être décrite dans un autre passage tout à fait extraordinaire comme une nouvelle carte du tendre, avec une moitié qui est masculine et l'autre moitié qui est féminine. Alors que nous n'avons que 3 hommes, 3 célibataires à l'intérieur de l'obus, parmi les habitants humains, eh bien la Lune, elle, est une image du mariage. Ce passage est tellement remarquable que je voudrais bien vous le lire, mais je crois que je n'ai pas le temps. Mais je vais vous en lire au moins un petit passage. Mais, enfin, si vous regardez dans le texte, vous verrez que Jules Verne décrit une moitié masculine et une moitié féminine en utilisant tous les termes de la cartographie lunaire pour décrire cela. Et vous voyez, ces 2 moitiés forment ce mariage que réussissait à atteindre le jeune Axel après avoir traversé la caverne, etc. Donc, il y a toutes sortes de symptômes dans le monde contemporain, le monde de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui nous indiquent que le progrès de la technique risque d'être utilisé pour nous éloigner de ce mariage exquis, de ce printemps perpétuel, au lieu de nous aider à nous en rapprocher. Et c'est ainsi que le voyage à la Lune tout entier est le renversement d'une tendance extrêmement mauvaise que Jules Verne découvre dans un pays qui le fascine parce qu'il est pour lui le progrès par excellence, le pays par excellence du progrès et de l'avenir. Ce progrès, c'est les États-Unis. C'est dans De la Terre à la Lune que nous avons la première description vernienne des États-Unis. De très nombreux autres romans vont nous faire traverser les États-Unis. Les États-Unis, à ce moment, viennent de sortir d'une guerre fratricide, d'une guerre qui a fait horreur à Jules Verne, qui a été une immense déception. Toutes sortes d'événements historiques seront des déceptions pour Jules Verne. Et les États-Unis lui apparaissent dans ce premier texte où il les aborde, les États-Unis lui apparaissent comme le pays de la guerre. C'est le pays, si vous voulez, du chasseur qui est devenu guerrier. Le guerrier d'antan, le noble, est sauvé par Jules Verne dans Le Chasseur. Mais aux États-Unis, ces anciens chasseurs, ces pionniers qui découvraient une nature presque vierge, tout est dans le presque naturellement, ces anciens guerriers ces anciens chasseurs sont devenus des guerriers. Et des guerriers qui ont réussi à mettre la science à leur service. Le savant vernien a été, si vous voulez, médusé par le guerrier, et toute sa science est mise au service de la guerre. Les hommes qui vont partir dans le boulet, qui vont avoir l'idée de ce voyage, ces hommes sont qualifiés tous par Jules Verne
comme des hommes de fer. Nous sommes, les États-Unis, c'est le pays du fer, c'est le pays des industries, c'est le pays surtout de l'industrie guerrière. Les États-Unis sont conçus par Jules Verne dans De la Terre à la Lune comme un immense arsenal. C'est un pays qui s'est dévoyé. C'est un pays qui était le pays où la liberté allait naître, se développait, etc. Le pays, donc, le pays où l'âge d'or s'approchait, mais c'est en même temps le pays de l'esclavage, thème sur lequel Jules Verne va revenir un grand nombre de fois, et la guerre de sécession est une guerre de défense de l'esclavage de la part des confédérés du Sud, et ce pays est devenu un immense arsenal. L'activité américaine est tellement concentrée sur la guerre que ce qui représente les États-Unis dans le texte de Jules Verne, ici, c'est une association qui s'appelle le Gun Club, le club des canons. Vous savez que le mot gun est beaucoup plus large comme acception que le mot canon français. Ça veut dire aussi bien des revolvers, des fusils, etc. Pratiquement toutes les armes à feu. Et ce Gun Club est décrit par Jules Verne d'une façon qui est très amusante. Tout l'ameublement, et nous avons déjà vu à quel point l'ameublement est un thème fondamental, non seulement chez Poe et Baudelaire, mais chez leur fils, si vous voulez, qui est Jules Verne. Ainsi, la grande salle du Gun Club sera entièrement décorée d'instruments guerriers. Jules Verne nous fait une sorte d'extraordinaire Archimboldo dans ce passage. D'autre part, presque tous les membres du Gun Club, tous ceux qui appartiennent au Gun Club, sont incomplets. Ce sont des hommes incomplets, ce sont des mutilés. Et ces mutilés, donc ces hommes incomplets, regrettent, se désolent de la fin de la guerre de sécession. Maintenant que l'on n'est plus en guerre, on ne sait plus vraiment quoi faire. Si vous voulez, l'industrie ne marche plus. L'industrie et l'ingéniosité ne marchent plus. Le voyage à la Lune, c'est le détournement de cette activité guerrière. Jules Verne nous dit que le Gun Club est une assemblée d'anges exterminateurs. Ils ont massacré des populations entières avec leurs inventions. Il s'agit de détourner ces inventions mêmes et de réussir à utiliser un canon, à faire un canon qui soit le retournement du canon. Un canon qui soit tellement grand qu'il ne tue plus. Ce canon va devenir un moyen de transport. Alors, le président du Gun Club va être le guerrier savant par excellence, c'est le président Barbicane, c'est l'homme canon. Et le fait qu'il ait lui-même un canon est symbolisé par le chapeau cylindrique qu'il porte toujours vissé sur sa tête. Les Américains, selon Jules Verne, ce sont des hommes canons, ce sont des hommes de fer et des hommes canons. Et nous verrons dans un autre passage qu'il est non seulement un homme canon, mais qu'il est un homme boulet ou un homme obus. C'est un homme extrêmement savant, mais toute sa science a été tournée vers la destruction. Destruction pour des prétextes nobles, puisque c'est un Yankee, c'est un homme du Nord, mais cela aboutit à une destruction terrible. Alors,
Cet homme veut utiliser son canon et il veut, si vous voulez, faire un défi à la Lune. Il veut provoquer la Lune. Faute de détruire la Terre, on va envoyer le canon, un obus, un boulet sur la Lune. Il ne s'agit pas encore au début de transformer cet instrument de destruction en un instrument de voyage. Cette transformation, vous voyez, il y a un premier renversement du canon, et puis il y a un second renversement qui apparaît lorsqu'un Français intervient dans l'affaire. Ce Français s'appelle Michel Ardan, ce qui est un anagramme d'un ami de Jules Verne, dont il a été question dans le passage que je vous ai lu, qui est Nadar, le photographe et aéronaute. Alors, Michel Ardan va arriver et va déclarer « Transformez votre boulet sphérique en un obus cylindro-conique, j'entrerai dedans et je ferai le voyage jusqu'à la Lune. »